Salut à tous, bienvenue à l'épisode 15 de Coup Critique. Merci beaucoup d'être avec nous encore pour une semaine. Voici Pierre-Philippe, je m'appelle Francis, on est là pour parler de jeux de rôle. Comment ça va Pierre-Philippe? Ça va très bien, toi Francis, comment ça va? Ça va super bien. En passant, merci beaucoup à tout le monde qui a écouté notre vidéo, qui nous a écouté en format podcast. On a reçu de nombreux commentaires très positifs à ton arrivée, Pierre-Philippe. Les gens étaient contents de t'entendre parler de Free League, de te voir arriver. Tu as amené une vague de nouvelles personnes qui se sont abonnées à Coup Critique. Puis j'ai cru sentir que les gens ont beaucoup apprécié notre échange, mais aussi apprécier ton contenu beaucoup, de comment tu t'as expliqué ton sujet à propos de la maison d'édition Free League. Ça a été chaudement apprécié. Mon Dieu, mais écoute, moi, ça me fait plaisir. Je suis vraiment content de pouvoir parler de ça, de vomir tout mon sujet, puis tout sur les personnes qui écoutent le podcast de Coup Critique. Pour de vrai, c'est plaisant. C'est plaisant de pouvoir partager avec justement d'autres passionnés du jeu de rôle comme ça. Oui, c'est toujours le fun d'en parler. C'est le fun d'y jouer, mais c'est le fun d'en parler aussi. Oui. Cette semaine, on a... Pierre-Philippe, tu ne vas pas parler de ce que tu as planifié, mais le plus gros sujet aujourd'hui, dans le fond, c'est qu'en date où on enregistre l'épisode, est disponible maintenant dans votre magasin du coin, en librairie, le livre Mythic Odysseys of Theros. Donc, ce que c'est, d'abord, merci beaucoup à Wizard of the Coast qui nous a envoyé une copie du livre afin que je puisse le lire. Je l'ai eu une semaine avant sa parution. Par contre, le livre était disponible sur D&D Beyond il y a un mois de ça, je pense début juillet. Il était sorti en version digitale, donc peut-être que vous l'avez déjà lu. Puis dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit survol du livre, donner des impressions générales sur ce que ce livre-là représente. Donc, merci beaucoup, Wizards. Donc, Mythic Odysseys of Theros. Mythic Odysseys of Theros, en fait, c'est un livre, c'est un campaign setting qu'on appelle. Donc, c'est une espèce de canevas de campagne pour les DM, pour utiliser pour les campagnes dans le monde de Theros ou dans votre monde, si vous voulez l'utiliser comme une source d'inspiration. L'univers de Theros, en fait, c'est un univers qui a été créé dans le contexte du jeu de cartes à jouer Magic the Gathering. Peut-être que vous êtes déjà un joueur, peut-être que vous connaissez ça. Puis Moi, je ne suis pas un joueur de Magic. Je pense que toi, Pierre-Philippe, tu as joué un peu. Je suis un joueur très, très, on va dire, casual, dans le sens qu'avec la même gang d'amis depuis la petite école, on a les mêmes vieux decks fripés, mouillés, qu'on joue avec, absolument non balancés, qui ne tiendraient pas 2 minutes dans une vraie compétition. Mais tu sais, outre, on va dire seulement le jeu, le plaisir de pouvoir simplement jouer à un jeu de cartes, je ne suis pas nécessairement plus porté vers le lore ou le derrière, l'arrière du rideau de l'univers de Magic the Gathering. OK. Ça peut être intéressant, par exemple, pour plusieurs DM, je m'explique pourquoi, parce que c'est sûr que ce livre-là a été reçu avec un enthousiasme, disons, mitigé. Les gens, je crois, attendaient déjà quelque chose d'original de musique. C'est le livre qui est sorti après Explorer's Guide to Wildemount. Donc, il y a le setting de Critical Role qui est sorti, puis après, ils ont sorti un setting de Magic the Gathering. Fait que tout le monde a fait « OK, mais il est quand le nouveau stock? » Parce que là, vous faites un rematch de choses qui existent déjà. C'est pas le premier univers de Magic the Gathering qui est sorti. Le premier, c'était Guildmaster's Guide to Ravnica. Oui. Mais on sort complètement de l'univers de Ravnica. Ici, on est vraiment dans Theros. Et ce que c'est Theros, en fait, c'est un univers qui a été créé, comme je disais, dans le cadre des cartes Magic the Gathering. Et ce setting-là existe depuis 2013 pour les cartes à jouer. Donc, c'est inspiré librement de la mythologie grecque. Moi, je suis un fan de mythologie grecque pour avoir touché ça dans mes études, puis en lire. Puis l'espèce de côté très mythologique, des histoires de héros, puis les relations entre les dieux, puis tout ça, je trouve ça quand même assez intéressant comme sujet. Donc, le livre, j'étais vraiment curieux de le lire, parce qu'il y a sûrement des choses qui ressemblent à ce que j'aime, puis qui sont exploitées à la sauce D&D 5e édition, qui pourraient être intéressantes comme DM. D'abord, en fait, le livre... en fait, ce qu'on fera, là, on ne fera pas un spoiler du livre. Là. Je vous conseille de l'acheter et surtout d'encourager local. Achetez-le dans votre boutique préférée de
de jeux de rôle. Mais je vais quand même parler un peu du contenu pour vous donner des pistes si c'est un bon achat ou non. Au début, on parle beaucoup de l'ambiance un peu de Terros puis ce que c'est. Donc, c'est inspiré de la mythologie grecque, c'est un setting de Magic the Gathering, mais surtout qu'il y a un univers quand même qui est assez développé au niveau de cette espèce de lore-là, de cette espèce de mythologie-là de Terros. Ça ressemble beaucoup au panthéon grec, les espèces de guerres entre Zeus, puis Héra, puis de Poséidon, puis Hadès, puis tout ça. Sauf que ils ont des interprétations très libres, en fait, de certaines divinités, si on veut, de la mythologie grecque. Puis ça les pousse à avoir créé un panthéon qui est constamment en guerre. Donc, la trame de fond, c'est que les dieux sont en guerre, l'un contre l'autre. Ils sont en guerre, en fait, pour avoir le plus le contrôle des mortels de la terre de Terros, car c'est plus un dieu a de followers, plus de disciples, plus ce dieu-là est puissant, a plus de pouvoir. Donc, les dieux se battent pour l'amour des mortels. Par contre, les mortels, vus par la plupart des dieux, sont seulement vus comme des outils, comme de la monnaie, comme des choses. Donc, il y a plus ou moins un respect envers les mortels. Par contre, ce que le livre offre, c'est de créer des héros, on les appelle vraiment des héros ici, qui sont carrément liés, par exemple, avec des divinités du monde de Terros. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles mécaniques, des nouvelles races, des nouvelles sous-classes qui ont été ajoutées et des nouvelles interprétations de certains monstres aussi du monde de D&D 5e édition. La thématique du livre, en gros, je l'aime parce que j'aime l'idée de... C'est pas un méchant, genre qu'il y a une armée qui vient. Ça se passe plus comme dans l'espèce de néant. Tu sais, dans le sens que pour atteindre les dieux, c'est possible dans le livre. Puis on explique plusieurs pistes de solutions pour avoir ce contact-là puis aller les rejoindre. Mais juste l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand puis qui est comme un peu intangible, qui peut diriger les héros, ça peut être assez intéressant aussi comme DM à exploiter. C'est vrai Aussi, que... Vas-y. Oui, mais je voulais juste te dire que je trouve ça intéressant, l'implantation directement dans le lore de l'implication des dieux sur les mortels. Là. Je trouve que ça fait très, très, très légende grecque. Là. Je trouve que c'est un très bel ajout que vois-tu, j'ai pas nécessairement tant exploré que ça. Je pense à mes autres games de D&D. Là. Fait que je trouve ça très cool déjà. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. J'ai feuilleté un peu l'ouvrage, mais je ne connaissais pas du tout justement le contexte, on va dire quasiment historique de l'histoire du livre. Mais cet aspect-là, je trouve ça bien. Je trouve ça intéressant pour de vrai. Oui. Il y a une grosse thématique aussi à travers en fait, qui s'adresse plus aux héros. En fait, c'est dans ce monde-là, l'idée du destin ou de la destinée est très importante pour les héros, étant donné leur rapport avec les dieux, puis aussi avec l'histoire qui vient avant l'âge des héros, qui est le moment où le camping setting se passe. Il y a comme 3 âges, en fait, dans Terros, puis au moment où le camping setting existe, ça s'appelle l'âge des héros. Donc, il y a de plus en plus... Il y a des héros, il y a des gens qu'on reconnaît, qui ont des connexions directes, soit par parentalité, si on veut, là, de lien de sang ou de ce qu'on peut appeler avec un dieu, ou par un don qu'un dieu a donné à un personnage joueur. Donc, c'est pour ça qu'il y a une section sur ce qu'on appelle là-dedans les Supernatural Gifts. C'est que votre personnage peut commencer niveau 1 avec un don qui va se développer à mesure qu'il va grandir, puis il va monter de niveau, puis il va accomplir des exploits au nom du dieu qui supporte, si on veut, son sponsor. Tu as un exemple à donner? Je suis comme curieux. Ouais. Ben, je te donne ça tout de suite. Parce que j'essaie d'imaginer, je veux faire des comparaisons avec d'autres personnages, exemple de la mythologie grecque. Là. Je suis comme curieux de voir un peu quel genre de dons ils vont refiler à leurs personnages. Tu vois, il y a la destinée héroïque. Okay? Ce que ça donne, en fait, c'est que tous les Supernatural Gifts ont une espèce de table de D6 qui donne un trait de personnalité qui peut être intéressant pour le développement du personnage. Mais au départ, si tu as ce don-là, tu as avantage sur tous tes Death Saving Throws. Parce que tu es un héros. Hard to Kill, ça dit quand tu es réduit à 0 hit point, mais tu n'es pas mort, tu peux dropper à 1 hit point à la place.
Fait que si, mettons, tu es réduit à 0, mais à la place, tu tombes à 1. Fait que tu n'es pas down, tu es comme tu te vois avec d'avance du désespoir. Puis, Oui. Oh, oui, je vois le genre. c'est OK. c'est un peu ce genre de trait-là. Puis ils sont tous liés à certaines divinités ou à plusieurs divinités sous un même thème. Donc, ils peuvent être utilisés. Il y a même il y en a qui sont plus au niveau de la protection. Certains vont donner que quand tu tombes à 5e niveau, par exemple, tu as accès à un sort comme qui s'appelle Dispel Magic. OK. C'est comme c'est un peu comme un Magic Initiate, mais Ouais. qui n'est pas instantané. Il faut que tu grandisses dans le personnage pour avoir accès à ces traits-là, dans le fond. OK. C'est des choses qui peuvent être cool. Fait qu'il y a tout ce côté-là qui est intéressant. Puis, ce qui peut être intéressant, c'est de parler avec votre DM puis de justement voir, OK, mais pourquoi j'ai ce don-là? Qu'est-ce qui est accessible? Peut-être même le rematcher à votre sauce puis voir, vous, ce serait quoi votre don inné? Puis, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, mais ça reste une option si, par exemple, vous vous liez directement avec un dieu. Ensuite, il y a une section, c'est sûr, ce qu'on appelle les races. On appelle ça les races encore dans D&D 5e édition. Pour l'instant. Oui, c'est ça. On verra ce que novembre nous réserve. Mais donc, il y a plusieurs nouvelles options de personnages, disons-le comme ça, qui sont offertes dans le livre. En fait, il y a, si on commence en ordre dans les nouvelles, là, il y a les centaures. Donc, vous pouvez vraiment être un centaure. Être à moitié cheval, à moitié homme. Vous pouvez être ce qu'on appelle un léonine. Un léonine, c'est un homme lion. Donc, ça ressemble un peu au tabaxi, mais c'est beaucoup plus... c'est moins sur la dex, mettons, mais plus sur le strength. Donc, c'est des grands guerriers qui vivent dans des tribus nomades, de ce que j'ai cru comprendre. Il y a les minotaures. Les minotaures qui ont une grande place quand même dans cet univers-là, parce qu'on parle d'un âge où il y a vraiment eu une guerre entre les humains et les minotaures. Puis que les minotaures ont perdu, puis ils se sont comme exilés dans une terre où ils vivent vraiment de façon indépendante. Mais ça reste comme un élément pas mal crucial de la mythologie. C'est un peu comme les orques, si on veut, du monde de Terros. Où c'est ça peut être une grande nation, mais qui ont leur coin à eux autres. Il y a les satyres qui sont plus liés au Feywild. Donc, c'est les petits hommes biquets qui sont très charismatiques. Et il y a les tritons. Les tritons qui existent déjà depuis le Volos Guide to Monster, à ce que je me souviens bien. Oui. Mais en fait, ils gagnent Dark Vision en Terros. Qui est juste le truc le plus logique sur Terre quand tu habites dans le fin fond de l'océan. Pas mal. Ouais. Pas mal. Mais c'est ça. Fait qu'il y a ces options-là qui sont disponibles, mais vous pouvez pas mal jouer avec n'importe quel personnage option de personnage du Player's Handbook ou de n'importe quoi, mais c'est les nouvelles options qui s'offrent à vous là-dedans. Tu me permets, je vais rajouter un peu ma petite sauce personnelle à ça. Là. Justement, les races et les sous-classes, c'est les choses que j'ai pas un peu plus à regarder dans l'ouvrage. Et quand je pourrais dire ça, je t'avouerais que je trouve que personnellement, je vais dire vraiment personnellement, là, je parle en mon simple nom, que le satyre est vraiment un petit peu débalancé. Je pense qu'il est un peu trop fort. Sérieusement, là, encore déjà un bonhomme un personnage qui est boosté en charisme et en dex, je veux dire, c'est pas les races qui manquent qui donnent ces bonus-là. Là. Je trouve que c'est quelque chose qui est déjà très, 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 très présent, mais qu'en plus de tout ça, en plus de son higher, dans le fond, il y a un speed qui est augmenté, 35. En plus de 35, en plus que c'est un fey creature type qui est proficiency en persuasion. Et en plus de tout ça, il y a Magic Resistance qui est genre vraiment fort. C'est un peu au pire, niveau 1. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que l'autre race qui avait ça, c'était le UNT, il me semble. Puis déjà là, je trouvais ça... je trouve ça vraiment fort justement pour quelqu'un qui commence niveau 1. Là. Mais ça, c'est vraiment ma simple et humble opinion de gars qui ne jouerait pas de satire de toute façon dans une game. Mais c'est ça. Outre ça, je trouve ça cool de voir je pense que les centaures n'étaient pas encore des races jouables, alors que ça l'était dans les autres éditions de D&D. Ça, je trouve ça cool parce que ça se plug très bien dans d'autres settings aussi. Tout comme les minotaures. Puis
Le Triton, comme tu dis, on connaissait ça déjà, puis on a racheté Dark Reason, ce que je trouve absolument ça va de soi, puis je trouve que c'est une race qui peut se prouver, je trouve ça intéressant. Et Léonin, je trouve ça le fun de voir, même si je ne connais pas vraiment la race, je pense que ça provient vraiment de Magic. Là. Je trouve ça cool, une race qui a un petit bonus Constitution-Force. Je trouve que on dirait que les races, surtout, c'est peut-être que je le dis rapidement, là, mais j'ai l'impression que les races, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont beaucoup plus portées sur la Dex et le charisme. Fait que je trouve que Constitution Force, je trouve ça le fun. Pour quelqu'un qui veut se le jouer un peu justement style Tabaxi, je suis un homme chat, mais un peu plus stacké physiquement. Oui, puis je pense que ça va aussi justement avec les nouvelles sous-classes qu'ils ont mis de l'avant. Oui. Je pense qu'il y a une corrélation avec ça. Ils ont fait, OK, on a ces races-là, OK, faisons des classes qui sont un peu en lien avec ça. C'est pour ça qu'on offre deux nouvelles classes, deux nouvelles sous-classes, si on veut. Le collège de l'éloquence pour les bardes et la dévotion de la gloire, mettons, pour une traduction libre, là, le Oath of Glory, puis le College of Eloquence. Oath of Glory, c'est pour des paladins, en passant. Fait que le collège de l'éloquence, je trouve ça quand même assez intéressant comme classe pour un barde. Là. On est moins dans la lyre, l'instrument de musique. On est plus dans l'art d'utiliser son charisme, sa parole, sa façon de s'exprimer pour offrir des bonus ou saisir des occasions mieux que d'autres dans ses interactions avec les NPC. Je trouve ça quand même assez intéressant. Oui, je trouve que c'est la sous-classe qui fait vraiment le plus barde. L'image classique d'un barde que je me fais, là, de quelqu'un qui va utiliser, on va dire, l'art oratoire pour faire sa place. Là. Fait que je trouve qu'elle est bienvenue. Puis je l'avais lu un petit peu, là, les Universal Speech, puis Soothing Word, puis des choses comme ça là, qui permettent de pouvoir caster des trucs comme calmer les émotions, puis des choses comme ça. Là. Je trouve ça cool pour un barde. Je trouve que ça fit bien. Oui, ça fait quasiment si on jouait un philosophe un peu dans cet univers-là. Tu sais, dans le philosophe grec qui fait comme « Attendez, les amis, savez-vous que la doctrine dit que... » Puis ça peut calmer le jeu. C'est vrai que ça donne cette impression-là. Oui. Ouais. Puis l'autre, en fait, le Oath of Glory, dans le fond, ce que c'est des personnes qui croient profondément que la voie à suivre, c'est celle des exploits qu'ils vont être capables de faire, eux et avec les membres de leur équipe. Ils sont là pour avoir des exploits, vraiment. Puis dire, on a tué le Minotaure du labyrinthe, par exemple. Ou des trucs comme Hercule, par exemple. Ce serait un bon Paladin Oath of Glory, dans le sens qu'il y a un lien avec les dieux, mais il se réalise par ses exploits et ses 12 travaux. Ceux qui connaissent Astérix, en tout cas. Mais je pense que c'est le lien qu'ils ont voulu faire avec ça beaucoup. Là. C'est l'espèce de... Puis dans le fond, ce que ça donne, c'est que ça donne des sorts comme au troisième niveau, par exemple, vous avez Guiding Bolt, Héroïsme. Au cinquième niveau, Enhance Ability, Magic Weapon. Toutes des choses qui vont comme booster le paladin, vont lui donner des aptitudes de plus pour être encore plus performant, dans le fond, comme athlète puis comme combattant dans ses combats, puis qui peut comme vraiment voler la vedette un peu, là, puis faire comme Rah! En tout cas, c'est mon impression, en fait, sur cette sous-classe-là. Puis sinon, il n'y a pas tant de nouveaux backgrounds. Il y en a un, puis c'est un peu un reflavor de l'athlète pour jouer comme sur le fait que tu es peut-être un athlète du style olympique, mythologie, où tu es un ancien marathonien, ou tu es un ancien champion de sport grec, de combat, de colisée, puis que tu es vraiment... c'est ton background, puis ça te donne des prouesses comme par exemple, je regarde vite, là. Tu gagnes proficiency en acrobatique puis athlétique. Tu peux choisir une langue de ton choix. Tu es proficient avec les véhicules, les langues comme les chariots, mettons. Les chariots dans les courses de chars. Puis il y a un set d'équipements qui a rapport un peu avec le background. Je trouve ça cool pour de vrai, ça. Je trouve ça le fun. Je vois bien j'imagine bien l'aventurier qui devient aventurier parce qu'il peut plus être athlète ou qu'il essaie de passer à autre chose. Je trouve que ça fit bien dans le moule. Surtout dans le contexte gréco-romain. Je trouve qu'il est mieux expliqué, mettons, qu'un gladiateur.
Dans le Ouais. sens que, tu sais, le gladiateur dans D&D 5e édition, tu sais, on s'entend que c'est un gars qui fait des combats dans des arènes, mais ça peut tellement être autre chose. Puis comme de fait, quand tu prends ce background-là, tu peux rouler un D8 ou en choisir un dans un des événements ou une des disciplines sportives de ces sports-là, dans ce monde-là, que tu es le meilleur. Est-ce que c'est la boxe? Est-ce que c'est le marathon, comme je disais? Est-ce que ça peut être n'importe quoi? Fait que, ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a un gros chapitre sur les dieux de Terra. C'est vraiment beaucoup de pages. Je pense que chaque dieu a quasiment 2 pages où on a une super belle illustration, par exemple. Le artwork du livre est assez impressionnant. Je vais essayer de te montrer un bon exemple vite. Là. Comme, je ne sais pas si on peut voir, là. C'est comme un des dieux. Puis là, ça ressemble à ça, une description d'un dieu dans le livre. Là. On est vraiment dans ses motivations, l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait, ce dieu-là, où il y a plus d'influence, c'est quoi son domaine, si on veut, puis qu'est-ce qu'il peut apporter aux joueurs. Puis il y en a de tous les goûts. Là. Enfin, je regarde vite, là. Je pense qu'il y en a quasiment une vingtaine de dieux dans Terros. J'imagine que tu vas pouvoir me dire ça, Francis. J'imagine que ça, c'est une section que je n'ai pas regardée du tout. Est-ce que justement, ils veulent donner une espèce d'aspect un peu plus nuancé, comme justement les dieux, on va dire, classiques des légendes grecques, ou est-ce qu'ils ne sont pas nécessairement fins, mais ne sont pas nécessairement pas fins non plus? Là? Ou c'est très dichotomique? On sent qu'il y a une guerre entre 2 clans, mais chacun semble vouloir juste sa partie du jackpot des mortels. Il y a encore le monde, le Underworld qu'on appelle, là, l'espèce d'enfer qui est dirigé par un dieu à la manière d'Hadès dans la mythologie grecque. Le Tartare. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup d'inspiration avec la rivière Styx et des trucs comme ça. Là, dans le artwork autant que dans le contenu du livre. Là. Fait que si vous êtes moindrement un fan de la mythologie grecque puis que vous voulez faire une campagne là-dedans, ce livre-là, c'est un no-brainer, puis ça va être facile de naviguer à travers tout ce qu'on vous offre là-dedans. Si moindrement, c'est un sujet qui vous intéresse. Mais c'est ça, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de petites paraboles aussi dans le livre là, qui expliquent certaines légendes par rapport à certains dieux, puis d'anciens héros qui existaient, puis qui ont fait, mettons, les lettres de noblesse de certains dieux, puis des trucs comme ça. Fait que, mais c'est quand même un bon morceau du livre. Je sais à spécifier, là, parce que ça reste que c'est des quêtes divines, beaucoup. On tourne autour de ça. Ensuite, il y a une section sur les régions de Terros, donc une map, mais il n'y a pas de... Chose que je déplore dans le livre, par contre, c'est que normalement, quand on a un camping setting où on a un module, on a une belle carte à la fin qu'on peut détacher, puis ça nous fait vraiment une grosse map qu'on peut soit afficher ou soit utiliser pour jouer. Ici, on n'a pas ça. On a une map dans le livre, puis je ne vois pas de la difficulté, là, mais il y a une map dans le livre, mais on n'a pas de grand format, ce que je trouve un peu décevant sur ce point-là. C'est le genre de petites choses qui est le fun à avoir comme outil, comme DM, pour montrer aux gens, vous êtes là, vous rendez là. Puis dans le fond, il y a une section qui parle de tous les territoires chacun. Autant le royaume des dieux que la terre, puis que le Underworld. Il y a plusieurs sections en fait dédiées à chacune des régions de ce monde-là. Cool. Sinon, il y a tout un chapitre sur comment créer des aventures dans Terros. Selon le dieu, on nous fournit certaines pistes de début de quête, par exemple, pour certains dieux ou certaines motivations de joueurs pour lancer sur des pistes. Puis il y a une aventure de premier niveau pour juste, comme un exemple, si on veut, une aventure avec The Encounters, une espèce de résumé qu'on peut rouler pour comme c'était le début de notre campagne. Pour l'avoir lu, je trouve que le livre a tellement d'options différentes pour des chemins différents pour chaque personnage que j'ai trouvé que l'aventure, il faut vraiment que tu sois campé dans un style, un dieu en particulier ou 2 pour trouver que ça vaut la peine de la faire. Okay. C'est une bonne piste, pour vrai, ça reste une bonne aventure, mais étant donné la panoplie d'options qu'il y a,
moi, être un DM, je partirais avec ma propre idée de où ils partent puis qu'est-ce qu'ils font. Puis je partirais à partir de là. Okay. Puis c'est en même temps, je veux dire, mon Dieu, c'est pas ça qui manque, hein, des pousses d'idées en lien avec les tragédies grecques et les aventures. Je veux dire, tu as juste à te retaper toute la série au complet d'Hercule avec Kevin Sorbo, puis tu vas avoir à peu près 20 scénarios qui vont se popper. Ou Xena. Ou Xena aussi. Je veux dire, mon Dieu, s'il y a bien quelque chose qui a été mis souvent à TV dans les dernières années, excepté la thématique viking, c'est bien la thématique antiquité. Là. Ouais. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez du jeune Hercule. Il y a eu ça aussi. Hein? Oui, avec Ryan Gosling. Oui. Oui. Passons au prochain chapitre. Il y a un chapitre sur les aventures nautiques. Donc, on parle beaucoup que Terra, c'est un gros continent. Il y a beaucoup de petites îles, à l'image de la Grèce, disons-le. À la Méditerranée, mettons. Puis, il y a tout un chapitre sur comment gérer le voyage de chaque île à île ou qu'est-ce qui peut se passer, mettons, en bateau, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme phénomène divin sur notre périple en voyage. Il y a un beau chapitre là-dessus. C'est un peu, tu sais, je veux dire, j'aurais fait une référence à Ghost of Saltmarsh, je suis rendu là parce que je trouve que le livre était vraiment bien, était quasiment consacré à ça. Donc, puis il y a tout un chapitre sur les trésors, les items magiques qu'on peut trouver. Puis tout est en lien aux dieux, donc des espèces d'items qui ont été façonnés par les dieux ou bénis par les dieux que les personnages peuvent prendre. Il y a certains exemples, mais il y a surtout une table pour les créer un peu. Une espèce de... Si, mettons, tel dieu, ben, il y aurait tel perks, mettons, sur tel type d'item, puis vous pouvez l'appeler les bottes de tel dieu. Il y a une espèce de mash-up qu'on peut faire avec ça, mais il y a certaines suggestions pour, je pense que c'est 6 items magiques vraiment campés dans le monde de Terra qui sont vraiment importantes. Ça peut être une quête, ça pourrait être d'aller retrouver ces items magiques-là, par exemple. Donc, il y a ça. Puis, il y a un bestiaire. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, souvent dans les modules, c'est les bestiaires, parce que c'est ce que les DM qui sont, par exemple, déjà dans une campagne qui avance, puis ils cherchent comme un peu de... Tu sais, un petit peu d'épices, un petit quelque chose, là, pour faire peur à leurs joueurs. Là, pour contrebalancer les joueurs qui ont lu au complet le manuel des monstres. Okay. Oui, c'est ça. Puis là-dedans, il y a tout... On revampe des monstres qui existent déjà. Comme la chimère a un chapitre sur la chimère, parce que c'est un animal très caractérisé par la mythologie. Il y a des hydres, il y a des cyclopes, il y a des cerbères. C'est le cerbère de l'enfer. Là. Il y a son interprétation là-dedans. Il y a des colossus, il y a des géants. Les géants sont vraiment beaux. Là. Ils sont vraiment très campés dans cette espèce d'image qu'on a justement de ces films-là comme c'était Immortals. Tu sais, le film là, inspiré de... Avec Henry Cavill? Là? Ouais. C'était ça? C'était Henry Cavill? En tout cas, bref. Oui, c'était Henry Cavill. Oui. Mais, Pré-Superman. Pré-Superman. Mais il y a tout ce côté-là aussi très... 300 aussi qui est joué là-dedans beaucoup. Tu sais, on sent qu'on a fait un mash-up de plein de références qui vont plaire à beaucoup de joueurs. C'est pas mal ça, le livre. Pour vrai, il y a... on termine sur une petite page qui parle des créateurs puis de l'idée. Le livre, en fait, que j'ai ici, c'est la version originale. C'est mais il y a une édition de luxe aussi qui est disponible seulement dans les magasins locaux. Oui. Donc, une bonne raison de justement encourager les magasins locaux du Québec, c'est de demander d'avoir la copie légendaire, l'espèce de copie qui est absolument sublime. Je vais mettre une image ici. Là. Vous allez voir, là, c'est vraiment, vraiment beau. Est-ce que je le recommande? Moi... Hey, mon Dieu. Ben oui, simplement pour... moi, personnellement, je veux travailler justement à me créer un panthéon, par exemple, dans mon univers. D'avoir autant de divinités là-dedans qui peuvent être jouées de plusieurs manières, qui ont beaucoup de descriptions, ça me donne une idée de où je peux aller, moi, dans la création de mon panthéon, par exemple, comme DM. Au niveau des options de personnages, ouais,
sais, je veux dire, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas... Tu sais, je veux dire, 2 sous-classes. OK, tu sais, puis... Tu sais, si c'est pas un livre pour créer des nouveaux personnages puis créer des personnages de quête qui ont plus de possibilités. Là. Tu sais, c'est vraiment un livre de DM. Tu sais, c'est de la matière à création. Puis les monstres sont vraiment cool, par exemple. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a aussi un stat block pour certains types de satire, par exemple. Puis la méduse ou des personnages comme les oracles, qui sont comme des espèces de personnages mi-dieu, mi-humain, mais qui voient dans le futur, dans le passé. On a des... Tu sais, je veux dire, il y a des êtres comme vraiment, vraiment beaux, là, tu sais. Les illustrations sont vraiment belles, mais comme dans beaucoup de livres de Donjons Dragons. Là. Mais c'est ça. Pour vrai, si vous êtes un DM, let's go. Ça peut être une super bonne source d'inspiration. C'est un beau volume aussi. On a combien de pages dedans? On a 256 pages. Okay. Fait que si pour vous, c'est un gage de « Ah, s'il est épais, je vais aimer ça. » Mais c'est pas... Il y en a que oui. J'imagine qu'il y en a que oui. Oui. Ouais. Moi, je t'avoue que personnellement, je pense que je l'utiliserais surtout dans un contexte. Parce que là, tu en as parlé, puis pour de vrai, personnellement, ça m'a plus convaincu que ce que je pensais. C'est pas nécessairement quelque chose qui m'attirait tant à la base, justement, à cause, on va dire, du setting préexistant de Magic the Gathering. Sauf que j'ai l'impression que tu peux quand même réutiliser ce setting-là, justement parce qu'il y a beaucoup de zones de flou, puis de le revamper à ta sauce aussi également. Et personnellement, je trouverais ça cool d'utiliser cet ouvrage-là dans le contexte où est-ce que, exemple, je voudrais faire un one-shot avec des personnages de haut niveau, justement, pour refléter l'aspect, on va dire, très héroïque des parties des légendes grecques, là, des personnages niveau 14, 15, là, qui sont capables de wiper des armées à eux, là, des choses comme ça. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant à ce niveau-là. Là. Faut-tu, quand tu as parlé de l'espèce d'exploration d'île puis tout ça, c'est venu vraiment vibrer. Là. Je vois vraiment des belles histoires qui pouvaient être contées par cette là. Je ne sais pas si tu avais joué, ça me fait penser un peu à Assassin's Creed Odyssey, là, qui était justement un peu plus dans ce... Ben oui. Qui est pleinement, en fait, dans ce genre-là. Puis non, pour de vrai, ça me tente. J'ai pas jeté un coup d'œil. Je sais qu'il existe énormément on va dire, dans les troisièmes publications, là, dans les autres compagnies qui se permettent de publier des trucs en lien avec Donjons Dragons. Je sais qu'il y a beaucoup surtout dans les dernières années, là, dans les 2 dernières années, il y a beaucoup de settings, on va dire plus de l'Antiquité qui sont sortis. Je pense, exemple, à Arcadia ou genre Odyssey of the Dragon Lore, qui est aussi un setting plus Antiquité, mais je ne les ai pas regardés encore, fait que je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Mais parce que c'est officiel, j'aurais comme plus tendance à aller justement vers les livres officiels de D&D. Mais non, très bien recommandé, Francis. Ça me donne le goût d'y jeter un coup d'œil plus en profondeur. Oui, mais tu me lances sur une super bonne piste. Si vous aimez la mythologie puis que vous voulez en avoir plus que juste avec ça, Odyssey of the Dragon Lord, c'est écœurant. C'est écrit. Oui, il semblerait que c'est bon. C'est super bon, c'est super beau. Beaucoup d'options de personnages, beaucoup d'idées de quêtes et de campagnes. Les dragons, là-dedans, on parle de 3 types de dragons seulement qui pourraient être dans cet univers-là. Puis dans Odyssey of the Dragon Lord, il y a toute une histoire autour de chevaliers qui grimpent des dragons dans la mythologie grecque. Là, ça me donne une idée. Là, puis c'est écrit par des gens qui étaient derrière Dragon Age puis des espèces de grosses franchises. C'est du monde qui ont un nom écrit du stock de jeux vidéo. Puis c'est un sujet vraiment cool. On mettra un lien. Vous irez voir si ça vous intéresse. Il y avait un super bon Kickstarter qui a été réussi sans problème puis que ça a dépassé toutes les limites. Puis il y a une version PDF qui est disponible que vous pouvez acheter pour encourager les créateurs. Puis, pour vrai, c'est vraiment du bon contenu. Fait que c'est pas mal ça parce qu'au niveau actualité D&D, la plus grosse nouvelle, c'était que ça sortait ce temps-ci. Sinon, on a... je ne sais pas, un petit aparté sur Critical Role. On ne fera pas de spoilers, la gang. Mais on n'en a pas parlé la dernière fois, mais Critical Role est revenu en ondes il n'y a pas très longtemps. Ils sont rendus, au moment où on enregistre, ils vont sortir leur 104e épisode, je crois, jeudi prochain.
suis tellement en retard. de la saison 2. Puis, on voit là, j'en parlais un peu quand on a parlé de D&D Live. Je pense que j'en ai parlé avec Giovanni au premier enregistrement qu'on a manqué. Comme quoi, la gang de Critical Role ont vraiment entendu d'avoir toutes les conditions optimales pour offrir du contenu de qualité avec les circonstances actuelles. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont été capables de faire comme présentation pour une game qui font tout à 2 mètres de distance, dans un studio où les règles de distanciation sociale sont super respectées. Puis où ça s'en va, on sent que la chimie est encore là, puis j'ai pas l'impression qu'on a perdu rien. Donc, si vous êtes un fan de Critical Role, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent le podcast, qui le sont, puis qui aiment la série, j'espère que vous avez eu la chance de voir leur retour, parce qu'on sent la fébrilité puis l'espèce de côté des joueurs qui avaient vraiment hâte de recommencer à jouer. Puis pour vrai, la prouesse technique et l'organisation que ça doit être de filmer ce show-là dans les circonstances actuelles, je leur lève mon chapeau. Puis, donc, je ne sais pas si vous aimez Critical Role, écrivez un commentaire, dites-nous ce que vous aimez ou pas. Pas de spoilers, s'il vous plaît, pour la grande majorité du monde qui n'ont pas pris qui ne sont pas encore rendus peut-être à l'épisode 104. Mais ouais, je vois un commentaire, là, puis je fous le camp du podcast. Je ne reviens plus jamais. Quelqu'un spoil là, pour de vrai la game, là, je vous jure, là, je pars en va. Je suis parti. Parce que je suis vraiment en retard. Je suis vraiment loin. Là, je suis genre l'épisode 58, je crois. Oh, OK. Bon, ouais, je suis vraiment, vraiment loin. Là. Mais c'est ça. Donc, c'était mon petit aparté là-dessus. Pierre-Philippe, tu voulais nous parler de quelque chose aujourd'hui? Oui. Tout oui. En fait, je voulais parler de Donjon Dragon, 4e édition. Oh. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Tu t'aventures sur un terrain dangereux. Ouais, je m'aventure sur un terrain dangereux, c'est pas vrai, je veux pas parler de ça. Pierre-Philippe, t'étais super bien parti, là. Je sais. Non, 0 point de barre, de toute façon, je peux pas en parler. J'ai genre une game et demie à mon actif de cette édition-là. C'est pas du tout de ça que je veux aborder. Non, pour de vrai. La semaine passée, quand je suis en fait, au dernier épisode, j'ai parlé un peu j'ai parlé surtout de Free League. J'ai parlé beaucoup des jeux qui étaient sortis Free League. Puis, comme tu as pu voir, Francis, je me suis énormément attardé sur le jeu d'Alien parce que ça me résonnait énormément, autant dans les règles qu'en dans les thématiques. Et je trouvais ça... habituellement, j'attends plus dans le mois d'octobre pour aborder ce genre de sujet-là. Sauf que j'avais vraiment le goût de parler de jeux de rôle d'horreur. Parce que c'est quelque chose qui vient énormément me chercher. C'est pas mal dans les types d'ambiance que j'aime le plus d'aimer en one-shot, surtout. Je trouve que l'horreur se fait très bien en one-shot. En campagne, c'est rare que tu vas avoir une campagne qui va être purement horreur non-stop parce qu'il faut que tu sois capable de garder ton beat puis le stress qui embarque tout le temps. Fait que je voulais comme juste présenter grossièrement, sans nécessairement rentrer trop dans les détails, parce que je veux laisser les gens découvrir par eux-mêmes la beauté de ces jeux-là. Mais je voulais présenter quelques jeux d'horreur qui sont vraiment loin des grands classiques qu'on connaît, comme exemple Call of Cthulhu, qui est probablement le jeu d'horreur le plus connu sur le marché avec probablement les jeux de White Wolf, là, Vampire et tout ça. Là. Fait que je voulais vraiment aborder peut-être des trucs un peu plus, un peu moins sur l'avant-scène. Ouais. Autant d'un point de vue américain que même d'un point de vue français, il y a des jeux de rôle français d'horreur très cool qui sont sortis. Un de mes préférés, là, pour de vrai, dans mon top 3 à vie de ce genre-là est français. Puis ça, c'est... à chaque fois que j'ai l'occasion, je tente de faire un peu ma propagande de ce jeu-là parce que c'est vraiment succulent. Puis je pense que je vais commencer par lui. OK. Ça s'appelle Channel Fear. Okay. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Channel Fear? Non. OK. Channel Fear, c'est un jeu français fait par un gars très chouette, un monsieur très chouette, qui s'appelle Anthony Combrexel, aussi connu sous le nom de Ino. Le gars est super gentil. J'ai déjà parlé avec lui sur Facebook, en petit dialogue, en petit échange, puis sur Messenger. Puis super gentil gars, très ouvert à donner des conseils sur son système et tout ça. Puis lui, il y a beaucoup de jeux à son actif.
Beaucoup de jeux, des courts jeux à son actif. C'est pas des grosses campagnes, c'est pas des gros trucs, mais le gars, il a sorti plusieurs affaires qui ont été très populaires au cours des dernières années. Je pense, par exemple, à un jeu qui s'appelle Macadabre. Je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça. C'est un jeu où est-ce que c'est une espèce d'uchronie, en quelque sorte, qui se passe durant, on va dire, la grande peste, en quelque sorte, en Europe. Sauf que l'affaire, c'est que la grande peste, elle est comme particulière, là, au lieu de comme rendre des gens morts, elle les transforme un peu comme en monstres, en quelque sorte. Puis tu joues des genres de médecins de la peste qui vont comme un peu, on va dire, nettoyer les différentes zones qui sont contaminées. Puis ça, c'en était un très cool. Mais Anthony Hinault, il a sorti quelque chose qui m'a complètement jeté sur le cul, qui s'appelle Channel Fear. Channel Fear, c'est du contemporain fantastique. OK. C'est des règles très simples. C'est du D6 système. C'est un système que lui-même a inventé, qui s'appelle le Corpus Mechanica. C'est un petit système de D6 très simple avec des aptitudes, puis il faut que tu lances des dés, puis dès que tu pognes, dans le fond, tant sur ton dé, mais c'est une réussite. Puis de temps en temps, mais tu peux relancer des dés parce que tu as des spécialisations, puis tout ça. C'est super simple, c'est super de base. Les personnages que tu vas jouer, incarner, sont des gens très normaux. Il n'y a rien de... tu ne vas pas jouer un chasseur de monstres, tu ne vas pas jouer un vampire qui se cache au travers des humains. Non, tu joues quelqu'un de bien basique. Et dans le fond, ce qui est cool avec Channel Fear, au-delà du système, c'est dans le fond, c'est des one-shots, c'est des scénarios qui sont proposés par Anthony. Et dans le fond, Channel Fear, quand on dit le mot Channel Fear, c'est le nom d'une émission TV américaine, un peu à la Ghost Tape, tu sais, là, une équipe de tournage qui se promène et qui essaie d'attraper comme des fantômes sur le vif, là. Ben, Esprit, es-tu là? Exactement, c'est exactement ça. Et Channel Fear, ben, c'est ça, c'est que les joueurs incarnent cette équipe-là qui s'en vont faire un épisode de Channel Fear où est-ce que dans le fond, tu as le caméraman, tu as le gars qui va parler devant le micro, tu as dans le fond la personne qui va plus être le producteur du show TV puis qui veut que ça fonctionne. Et dans le fond, ce qu'on sait de Channel Fear, l'espèce de... Quand tu lis, exemple, un résumé de c'est quoi le jeu, ça dit tout le temps que l'équipe de Channel Fear a fini par disparaître et que les seules choses qu'on a trouvées d'eux, ce sont ces cassettes-là. Et chaque, on va dire, cassette que tu joues, c'est comme un épisode de Channel Fear que tu joues avec tes joueurs. C'est un des scénarios que tu joues avec les joueurs. Et pourquoi est-ce que je trouve ça très cool comme jeu? Ça va paraître niaiseux, mais c'est vraiment des scénarios. Anthony Hinault, il a vraiment écrit des trucs fou raide dans la tête comme scénario, là, des affaires que j'avais jamais vues, que ce soit dans les games de Call of Cthulhu ou dans d'autres jeux d'horreur. Là, il a sorti des idées là, que j'étais genre « Holy shit, ok, ça s'en va jusque-là », des affaires vraiment compliquées, mais non pas compliquées, je dirais plus complexes, mais qui sont quand même accessibles. Là. Tu ne vas pas finir une partie en faisant comme « Mais qu'est-ce qui se passe? » À un moment donné, tu comprends le pattern qui embarque. Ces scénarios sont très bien ficelés tout en étant très lisibles pour le DM. Okay. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait la beauté de ce jeu-là, c'est que tu joues vraiment cette espèce d'équipe de tournage-là qui débarque à une place, qui ont répondu à un appel genre « Oh, je crois que ma fille est tombée. » Puis là, t'arrives, finalement, ben, il se passe de quoi, puis que t'es l'espèce d'équipe de tournage qui veut comme prouver que ça existe, puis qu'il se passe vraiment quelque chose parce qu'au final, tu veux avoir ta paye, puis tu veux que ton show il continue. Là. Okay. Fait que c'est vraiment ça. Puis, sans nécessairement, exemple, partir, je veux pas spoiler du tout des games, là, mais je veux juste, exemple, dire un des scénarios que j'avais fait, que j'avais trouvé simplement sublime, c'est l'équipe de tournage. En plus, c'est bizarre, c'est comme un entre-scénario, dans le sens que c'est entre deux épisodes, l'équipe de tournage s'en va à un endroit où est-ce qu'ils ont reçu un appel concernant une maison qui serait commentée par les fantômes du chien de l'ancien propriétaire. Et en se rendant sur le tournage, ils arrêtent une station d'essence, ils remplissent ils remplissent le truc d'essence, tout ça, ils repartent. Et quelques minutes plus tard, ils arrivent à la station d'essence. Et là, ils remplissent dans le fond leur tank à essence. Puis là, ils repartent. Et là, quelques minutes plus tard, ils arrivent à la station d'essence. Et tranquillement, les personnages prennent conscience de cette loupe temporelle qui se passe. Et juste ça, là, juste cette espèce de setting-là, le scénario qui se déroule dans un endroit quand même assez limité, on va dire géographiquement, c'est
c'est un bijou. Là. Moi, j'ai trouvé ça super. C'est une super bonne prémisse, justement, pour désorienter tes joueurs, puis leur faire comme tout se peut, puis vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez, c'est de l'inconnu. À fond. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Puis j'avais beaucoup aimé du fait que ce soit aussi. On est très habitué, on est très, très, très habitué au médiéval fantastique et tout ça. Puis là, ça soit contemporain, mais je trouve ça le fun de pouvoir plugger des références culturelles à tout vent. Puis, par exemple, dans cette game-là, j'avais une toune de Buddy Holly qui jouait dans l'auto. Puis à chaque fois, dans le fond, qu'il y avait cette espèce de loop temporel-là qui recommençait, je restartais la toune de Buddy Holly, puis je te le jure, là, après la game, les semaines ont passé, puis il y a des joueurs, exemple, qui entendaient cette tune-là starter à la radio, dans l'exemple à l'épicerie, là, puis ils se mettaient à capoter. Là. Ils étaient genre comme cette petite tune-là de Buddy Holly. Là. Fait que, c'est ça. Chine of Fear, c'est trouvable en PDF sur Internet, sur DriveThru RPG ou sur le site où est-ce que l'auteur il publie dans le fond ses ouvrages en PDF. Je pense que le site, ça s'appelle l'éditeur, c'est la maison d'éditeur qui s'appelle Mr. Frankenstein. OK. C'est un éditeur français qui va publier des jeux. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, c'est tout en français, comme tu dis. C'est tout en français. OK. Wow. Ouais, c'est tout en français. Puis je trouve ça le fun parce que justement, on est très porté à aller voir ce qui se passe au sud, mais c'était le fun aussi d'aller voir les petits trucs un peu plus niches qui se trouvent également de l'autre côté de l'océan, par exemple. Ouais. Et fait que c'est ça. Ça, c'était mon premier. Je trouve que je me suis vraiment beaucoup élaboré sur celui-ci, alors que j'en ai au moins encore 3 à parler. Vas-y. En passant, tout ce qu'on parle, on va mettre des liens pour que la navigation se fasse super facilement. Vous pourrez trouver toutes les ressources dans les liens qui sont en dessous de la vidéo. Ça va nous faire plaisir de vous donner ça. Ton prochain jeu, c'est quoi? Oui. Celui-là, tu en as peut-être entendu parler. C'est quand même plus connu. C'est anglais à la base. Etu Game ont fait un one-shot de ça. Okay. C'est 10 Candles. Ah. Dans le fond, c'est un jeu d'horreur tragique. C'est tragique dans le sens que c'est pas un spoiler que je vous dis. Tout le monde meurt. C'est ça le concept du jeu. Tout le monde finit par mourir. Tout le monde incarne les survivants dans leurs derniers jours, voire les dernières heures de ce qui va se passer dans leur vie. Okay. Dans le fond, c'est que le scénario, c'est des one-shots, sont composés de maximum 10 scènes. Et, dans le fond, il y a des bougies, 10 bougies qui sont placées autour, dans le fond, de la table. De préférence, c'est un jeu justement d'ambiance où tu ne vas pas jouer, exemple, à ça dans un bar ludique quelconque. Là, ça n'aurait pas rapport. C'est un truc que tu fais ça chez des amis, puis tu sets une ambiance. Okay. Exactement. Les lumières sont fermées, tu as tes 10 chandelles. Et dans le fond, c'est un cadre de jeu qui est très libre et qui est aussi très participatif entre DM et personnages joueurs. Dans le sens qu'il y a une prémisse qui est la même à chaque fois que tu joues au jeu. La prémisse, c'est le soleil, dans le fond, a disparu depuis 10 jours. Il n'y a plus de lumière qui se fait. Il n'y a même pas la lune et les étoiles. Les seules sources de lumière sont des lumières artificielles. Les personnages joueurs seront tous morts à la fin de la partie. Et là, c'est là que l'espèce le petit bout un peu plus mystérieux embarque. On les appelle ils au pluriel, sont apparus il y a 5 jours et tuent les humains, dans le fond, qui sortent de la protection de la lumière qu'ils craignent. Et le il, c'est quelque chose qui n'est pas défini au début de la partie. Et ça peut être ce que le DM veut. Ben, en fait, c'est plutôt aussi ce que les joueurs veulent. Oh, OK. Oui. C'est qu'il y a souvent un cadre qui va être mis, mais ces îles-là restent à définir parce qu'au final, ils vont tuer les humains qui sont dans l'obscurité. Fait que souvent, les joueurs n'ont pas nécessairement eu l'occasion de les voir vraiment. Et à mesure que, dans le fond, les scènes avancent, il y a des jets de dés qui se font. C'est un jeu qui est très, très simple avec des dés. Là. Et les personnages ont des traits, puis c'est de très, très de base. On y va vraiment un peu au narratif possible. Et dans le fond, à mesure que les joueurs vont échouer des dés, admettons, échouer des jets, il y a des chandelles qui vont s'éteindre, dans le fond, autour de la table. Et lorsqu'il n'y a plus de chandelles, la partie est terminée. OK. Fait que c'est comme un peu l'espèce d'espoir qui s'en va à mesure que ça avance, puis que la tension monte, puis comme il devient
4 chandelles, 3 chandelles, 2 chandelles. Puis là, tu as tous les joueurs autour de la table qui se regardent et qui sont la face de plus en plus obscurcie par, on va dire, la noirceur ambiante. C'est un jeu qui est très fort, je dirais, sur, on va dire, l'implication narrative et émotive des joueurs. Tu sais, autant que Channel Fear, je trouve ça cool parce que tu joues à ton équipe de tournage, autant que Ten Candle, tu ressors de ce jeu-là puis t'es comme ouf, OK. Tu sais, t'es pas de genre oh shit, OK, game de D&D, j'ai hâte à la prochaine, tu sors de ce jeu-là puis t'es comme OK, les gars, ça a été une méchante aventure émotionnellement très prenante. On fera pas ça toutes les semaines. Tu sais. Ça peut être justement changer d'ambiance, changer de bout de jeu. Puis ma question, c'est tu dis tous les personnages seront morts à la fin. Est-ce qu'il y a des personnages qui meurent à mesure que l'aventure progresse? Est-ce qu'il y a une prime, mettons, pour le dernier qui reste à la fin ou les derniers qui restent? Est-ce qu'il y a cette espèce de mécanique-là où où il pourrait avoir des rivalités entre certains joueurs autour de la table, tu sais, il peut y avoir des rivalités qui vont se faire autour de la table. Des joueurs qui peuvent mourir à mesure que ça avance. Il me semble, je ne me trompe pas. Là. Mais les rivalités, oui, absolument. Il peut en avoir autour de la table, sauf qu'il n'y a pas... Il y a zéro puis une barre, on va dire un sentiment de... comment je pourrais dire? De compétition. Compétition, merci. Il y a zéro compétition. Là. C'est pas ça du tout le but. Là. C'est vraiment de l'entraide, puis c'est une création partagée. Là. Mais tu n'es pas de genre, oh shit, ok, je suis l'avant-dernier, fait que j'ai tel bonus qui me permet de survivre un peu plus longtemps. Il y a zéro ça, là, c'est vraiment pas là-dessus qu'on joue. Là. Je trouve que c'est un jeu qui se joue bien justement avec des gens qui sont prêts à vivre l'expérience. Mais comme je dis, c'est pas quelque chose que je vais faire à chaque semaine. Hey guys, une petite game de Ten Candle sur le coin d'une table, là. Hey, ça va être le fun, on se ouvre une petite bouteille de vin, puis tout. Non, vraiment pas. Mais ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Ben, c'est le fun d'en parler maintenant parce que si quelqu'un veut planifier ça justement pour une période, mettons, plus halloweenesque, oui. C'est le fun de savoir d'avance que ça existe. Oui, exactement. Mais cool. Pour vrai, j'ai des frissons juste que tu m'en parles. Puis moi, je suis pas. Pour vrai, je suis pas un type horreur, pantoute. C'est encore une zone que je crois que je dois explorer en termes de contenu général. Que ce soit film, jeu, n'importe quoi, je dois comme plonger là-dedans parce qu'il y a sûrement quelque chose qui va me plaire là-dedans, mais c'est un truc que je n'ai pas encore exploité beaucoup. Fait que juste des prémices comme ça, super contemporaines, déjà, ça change beaucoup de ce à quoi je joue. Donc, ouais, ça a l'air vraiment intéressant. Est-ce que tu avais un autre jeu? J'écoute, j'en ai encore 3. Let's go! Si on a le temps, je vais essayer de clencher. Là, tac, ça va faire un long épisode. Je ne sais pas ça fait combien de minutes qu'on jase ça. Là. Ah, c'est pas grave. OK, j'ai rapido un autre qui est aussi plus connu encore que Ted Candle, je crois, qui est sorti il y a un peu plus d'années. Tu as peut-être entendu parler, ça s'appelle Dread. Oui, j'en ai entendu parler, ouais. Bon, Dread, c'est avec une tour de Jenga. Puis à mesure que, dans le fond, les joueurs veulent faire des actions, ils doivent retirer des pièces de la tour de Jenga. Puis dans le fond, si la tour tombe, ben, leur personnage va soit mourir ou disparaître de la partie où il va se passer quelque chose d'excessivement négatif. Fait que, il y a le stress, si on veut, le stress orchestré par le maître de jeu en lien avec la partie en soi, le scénario, mais aussi le style d'anxiété qui embarque quand il faut que tu enlèves une petite tuile de Jenga puis que c'est vraiment là, sur le bord de tomber ta tour. Là. Fait que ça, je trouve ça très cool pour un jeu qui ne se joue sans dés. Il y a 0 dés puis une barre. C'est vraiment seulement la tour de Jenga, ton personnage avec ses traits qui peuvent t'aider de temps en temps à ne pas tirer, dans le fond, dans la tour. Et ce que j'aime beaucoup de Dread, c'est que c'est très, très, très générique dans son thème, dans le sens que tu peux faire vraiment n'importe quoi en termes de jeu d'horreur. Autant tu peux faire une game très science-fiction dans le futur où est-ce que tu es une crew d'un vaisseau spatial qui s'en va explorer une station orbitale qui est comme abandonnée. On a fait une game comme ça, puis j'ai trouvé ça super. J'étais joueur, puis c'est la première fois que je jouais à Dread, j'avais trouvé ça très prenant dans son genre parce que, pour vrai, la tour, là, quand elle est sur le bord de tomber, là, tu le sens vraiment. Autant que tu peux faire de quoi de justement très historique, où est-ce que, par exemple, j'avais fait une game
de Jenga, pas de Jenga, de Dread. Dread. De Dread qui se déroulait durant voyons, la Révolution américaine, par exemple. OK. Puis j'en avais fait une autre qui était très contemporaine, qui se passait dans une prison. Fait que je trouve que c'est un jeu qui est très plaisant pour justement des soirées. Des soirées quand même rapides, c'est pas des très longues games nécessairement. Ça se joue quand même relativement sur une période assez courte. Puis je trouve ça le fun. Plus que Ten Candle, que je trouve que c'est très ambiance, je trouve que Dread, ça peut sortir des fois peut-être un peu plus souvent en termes de possibilités, mais ça apporte aussi ses bonnes sueurs froides. OK. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de scénarios disponibles pour Dread? Il y a beaucoup de scénarios officiels. Je crois qu'il y en a une affaire comme... pour de vrai, je ne veux pas dire de la merde, mais je pense qu'il y en a genre 4 ou 5 affaires comme ça. Okay. Mais des scénarios homebrew, il y en a vraiment beaucoup sur Internet. Il faut fouiller, ça se trouve. Le jeu est en anglais à la base, mais je sais que le hack français a été fait. Il y a quelqu'un qui l'a traduit à mitaine, puis c'est trouvable sur Internet. J'ai pas vu de scénario en français, par contre, mais j'ai vu beaucoup de scénarios en anglais qui ont été faits par la communauté. Là. Je vais même te raconter. Puis, tu sais, pour de vrai, étonnamment, je trouve que c'est un jeu qui peut même se sortir. Mettons qu'on veut se la jouer, oui, horreur, mais un peu plus léger. Là, je trouve que ça peut sortir dans des parties. Là. Je me rappelle d'un party où j'étais sous comme un ballon, puis je démais une game de Dread. Puis c'était une histoire d'extraterrestres qui débarquent sur Terre, puis c'était des gros insectes géants. Puis là, les joueurs, c'était genre des personnages les plus ridicules qui essayaient tant bien que mal de survivre à l'espèce d'invasion extraterrestre. Là. Je trouve que ça apporte vraiment son plus. C'est un beau jeu très plaisant, très bien pensé. Au final, c'est super bien pensé. Cool. Ouais. Puis, dernière question sur Dread. Oui. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est un jeu d'horreur, mais qui peut être pris autant plus à la légère comme un... Oui, je trouve que... c'est beaucoup moins prenant émotionnellement, par exemple, qu'un jeu comme Ten Candles. Je trouve ça moins prenant émotionnellement comme Ten Candles parce que même si l'ambiance en soi, on va dire, même si l'ambiance amenée par le DM est moins prenante, tu vas quand même avoir cette espèce de stress qui va embarquer à cause de la tour. OK. Fait que je trouve que ça se fait vraiment bien pour de vrai. Cool. Est-ce que tu as... Il y en a tellement. T'en as-tu un autre? J'en ai 2 derniers. OK. J'en ai 2 derniers. J'ai un autre français que je vais mentionner très vite, que je trouve très cool, mais que j'en parle parce que je le trouve vraiment génial, mais il est très, très difficile à se procurer parce qu'il n'existe pas en PDF, puis il faut que tu le fasses venir de la France, puis ça coûte une beurrée, puis mes prêts et bourses m'en veulent encore. Puis ça s'appelle Sombre. OK. Sombre. Écoute, mon Dieu, j'essaie de me rappeler du nom de l'auteur, je ne me rappelle plus. Je suis vraiment désolé, on le mettra plus tard dans les commentaires si tu veux. Là, je trouve ça vraiment important. C'est un jeu, c'est un petit jeu, c'est des petits ouvrages, c'est genre des petits feuillets, ça ressemble quasiment comme une revue quasiment. Et autant c'est un jeu d'horreur, autant c'est très... ça aborde beaucoup sur les thématiques de l'horreur. C'est quasiment un essai. Tu sais, tu as des chapitres qui vont vraiment parler de l'horreur en général, de comment l'apporter, quel type d'horreur est plus mis de l'avant selon, on va dire, ce que tu veux mettre comme thématique, comme synopsis à tes joueurs. Sauf que le concept de sombre, c'est que c'est la peur comme au cinéma. C'est vraiment, tu vas jouer... c'est un jeu d'horreur contemporain, majoritairement. Tu vas jouer, les joueurs vont jouer les victimes dans un univers de films d'horreur. OK. Ça veut dire, puis chaque scénario qui est proposé par l'auteur, à mesure que tu as les petits livrets, vont comme apporter un peu leur ambiance de films d'horreur différents. Comme par exemple, le Sombre 1, c'est vraiment un scénario de zombies très classique zombie, où est-ce que les joueurs sont dans une maison placardée, puis le scénario commence quasiment de même. Il n'y a pas de long prémisse, puis non, c'est que ça start, puis c'est genre pif, paf, pouf. Tu es dans le milieu de l'horreur. C'est des games aussi très courtes. C'est un système qui est très light aussi, très, très, très léger. Et il y a même une version de Sombre qui est comme une version light de Sombre, qui est déjà, le jeu est assez simple. Encore une fois, c'est du D6, sauf que tu as une version encore plus simple qui se joue. Puis pour le reste, ça, je le mentionne, mais il faudrait vraiment que je le relise pour être sûr là, de toutes les nuances de ça. Là. Mais ça se joue avec je te niaise pas, là. Tu as un petit carré, un espèce de petit carré de quasiment de papier devant toi,
où OK. que tu as ton nom de personnage, puis tu as comme un peu, on va dire, ta vie. Ta vie, c'est comme les quatre coins du carré, en quelque sorte. Puis tu as, ton personnage avec genre 2-3 lignes, là. Puis à chaque fois que tu manges des dégâts, mais tu flippes ton carré de bord, comme si tu calculais en fait tes points de vie. Puis quand tu fais un rond complet, ben, t'es mort. OK. C'est vraiment ça. Puis c'est vraiment de Ça, la. c'est simple. Ouais. C'est très très simple, ça se joue comme sur le coin d'une table, ça aussi. Puis ce scénario-là, je m'en rappelle, le scénario avec les petits carrés, c'est genre tu joues une troupe américaine pendant la Seconde Guerre mondiale qui est parachutée derrière les lignes allemandes. Puis tu débarques, puis tu te rends compte dans le fond que les Allemands ont comme développé une espèce de sérum pour transformer leurs soldats en loups-garous. Puis c'est genre une grosse game de genre gonner des loups-garous nazis dans les ruines d'une église. Là. Fait que c'est. Mais c'est cool parce que ça permet, si on est des fans, par exemple, de cinéma, si vous êtes avec des amis cinéphiles puis que vous voulez Oui. justement entrer dans cet univers-là de façon de faire des one-shots, essayer plusieurs types de trucs, se mettre dans la peau de ces personnages-là. Ça peut être intéressant justement d'utiliser plusieurs scénarios différents. J'imagine que sûrement dans le fond, la prémisse, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est aux trousses des Et des joueurs. joueurs, oui, définitivement. Comme un tueur, un monstre, une poupée Ouais. envoûtée, des extraterrestres, Il y a tout le temps des quelque loups-garous, chose. comme tu dis. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, c'est un jeu qui malheureusement, il est très difficile d'accès en soi. Il n'est pas trouvable vraiment, mais je trouvais ça cool de le mentionner quand même, surtout d'un point on va dire, la zone plus indie de l'autre côté de l'océan. Ouais. Et finalement, mon dernier jeu, je vais en parler très peu. Je voulais quand même le mentionner parce que je trouve ça intéressant de mettre ça de l'avant aussi. C'est un jeu Kickstarter à la base, c'est un jeu en anglais. OK. Et ça s'appelle Thousand Year Old Vampire, en le fond. OK. Et pourquoi est-ce que je veux marquer, pourquoi est-ce que je veux mentionner ce jeu-là? Parce que c'est un jeu qui se joue solo. Oh, OK. Ouais. Il y a des jeux de rôle on voit ça de plus en plus dans les dernières années, des jeux de rôle solo qui sont sortis autant sur Kickstarter, qui rappellent énormément, on va dire, les livres dont vous êtes le héros. Oui, exactement ça que j'allais dire. Il y a une renaissance Une renaissance. de ce type de jeu-là, oui. Ouais. Puis mais souvent, je trouve que les jeux solo de ce genre-là vont souvent pousser, on va dire, le concept un peu plus loin, dans le sens que tu vas avoir vraiment un personnage plus complet, avec plus de stats, puis plus de choses comme ça. Et A Thousand Year Old Vampire, c'est un jeu solo où que dans le fond, tu joues c'est ça, un vampire qui va avancer dans le temps. Et on va dire l'espèce le livre en soi, le livre que tu peux acheter en PDF sur DriveThru RPG, qui est très beau, by the way, c'est vraiment un très beau livre. C'est un peu comme le journal personnel de ton vampire. OK. Et tu avances dans le temps. Tu as des jets de dés de temps en temps à faire. Si tu n'as pas de dés parce que tu es genre whatever dans un train ou en déplacement quelque part, ben, il y a comme des séries de chiffres que tu peux choisir qui vont comme dans le fond apporter aussi leurs événements ou leurs résultats selon le chiffre que tu choisis. Okay. Et ça peut se jouer. Il semblerait que ça peut. J'ai pas regardé comment, mais je sais que ça peut. En optional, ça peut se jouer en groupe. Donne-moi pas comment ça se fait, mais il semblerait que ça se peut. Mais c'est vraiment un très beau jeu. C'est vraiment là, visuellement, le petit ouvrage, malheureusement, je ne l'ai pas comme. C'est un jeu que j'aurais voulu avoir physiquement, papier. Tellement c'est beau. Tellement c'est beau parce que justement, tu as vraiment l'impression de feuilleter comme le journal intime d'un vampire qui avance dans le temps, puis que tes décisions que tu fais dans le passé vont avoir justement des répercussions dans ta vie future, dans ce que tu avances, à mesure que tu avances dans l'ouvrage. Fait que ça aussi, je trouve que ça a été une ambiance très gothique, vraiment plus vieux jeu là, à la Dracula de Bram Stoker, ou vraiment les vieux ouvrages du début des années 1900. Là. Puis je trouvais que ça valait la peine de le mentionner pour ça. Bien, super. Merci beaucoup, Pierre-Philippe, pour toutes tes recommandations. Comme j'ai dit, on va mettre les liens vers toutes ces belles options de jeux-là pour que les gens les trouvent. Encourager les créateurs, encourager les gens qui produisent ces jeux-là, c'est vraiment important parce que c'est eux autres qu'on vit des bonnes soirées entre amis, que vous faites peur à votre visite avec ce type de jeu-là. Merci beaucoup à tout le monde, donc encourager local puis tout ça.
merci à vous d'être là. On a eu, comme je disais au début de l'épisode, on a eu beaucoup de super bons commentaires à l'arrivée de Pierre-Philippe. On aime ça quand vous interagissez avec nous, que vous nous dites que vous aimez ça, ce qu'on fait. On est toujours ouvert aussi à vos recommandations. Je sais qu'on vous a déjà recommandé des choses qu'on pourrait couvrir, donc on va essayer de fouiller ça et essayer d'en apprendre plus là-dessus. Merci beaucoup. On peut vous trouver sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Donc, d'ailleurs, je vous encourage à consulter notre chaîne YouTube. Les épisodes du podcast sortent en même temps que sur Facebook. Vous pouvez vous abonner, puis à ce moment-là, vous avez une petite cloche qui vous rappelle que l'épisode s'en vient. Si vous jamais voulez pas manquer une diffusion, on est en format podcast sur pas mal toutes les plateformes, Spotify, tout le kit. On a un Patreon si jamais vous voulez vous joindre au Patreon. C'est juste un petit coup de pouce qui nous aide à payer. En anglais, ils sont bien forts sur l'expression payer les lumières puis garder le chauffage ouvert. Là. Mais c'est un peu ça aussi. C'est juste comme faire rouler l'hébergement de tout ce qu'on fait ici. C'est vraiment ça qui me permet de nourrir mes enfants. Je veux juste le dire. Ouais. Les miens, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On est tanné de manger du craft dinner. Ouais, ils sont vraiment curieux pour le vrai. OK. Ben, merci beaucoup, Pierre-Philippe, encore une fois, pour un super bon épisode. Et merci à toi, Francis. Puis merci beaucoup à vous. Puis à la prochaine, tout le monde. Au revoir.